Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le Premier ministre a rencontré quelques ambassadeurs au palais de Mazouarif hier. À l'issue de cette rencontre, ce dernier a déclaré apprécier leur position sur la nécessité de respecter la Constitution et le processus électoral. Il a également tenu à apporter quelques précisions sur les faits qui se sont déroulés dans le pays. Les détails. Le gouvernement a rappelé que les manifestations et réunions sur les voies publiques durant la période précédant la date officielle du commencement de la campagne électorale sont soumises à une autorisation préalable. Pourtant, les manifestations sur les voies publiques organisées par le collectif des candidats à l'élection présidentielle n'avaient fait l'objet d'aucune demande d'autorisation. D'autant plus que les médias soutenant ces manifestations ont maintes fois appelé leurs partisans à se rebeller contre les forces de l'ordre, en dépit des sommations verbales et gestuelles lancées par ces derniers. D'intenses campagnes de dénigrement et d'appel à la violence à l'endroit des forces de l'ordre ont également été menées. Une des voitures des leaders de ces manifestations a forcé le passage devant les voitures des forces de l'ordre, entrant en collision directe avec celles-ci et blessant grièvement un élément de la gendarmerie. Des jets de pierre contre les éléments sur terrain et des bousculades ont eu lieu. Et le lundi 2 octobre 2023, 6 éléments des forces de l'ordre ont été blessés. Les arrestations au cours des manifestations non autorisées durant la période de pré-campagne sont essentiellement dues à des agressions physiques envers les éléments des forces de l'ordre en exercice. Les forces de l'ordre ont pu également anticiper la prévention des actions malveillantes de destruction de biens publics, d'incitation à la rébellion et à la haine. Les procédures y afférentes suivent leur cours normal. Sur les manifestations pendant la campagne électorale, il est nécessaire de rappeler qu'il faut établir une distinction entre les activités rentrant dans le cadre de la campagne électorale proprement dite et les autres manifestations sur la voie publique qui demeurent soumises à une autorisation préalable. En effet, seules les activités rentrant dans le cadre de la campagne électorale sont soumises à une déclaration préalable. Les manifestations et réunions publiques organisées par le collectif des candidats à l'élection présidentielle actuellement ne constituent absolument pas une campagne électorale en soi. En effet, il n'y a aucune manifestation de campagne et d'ailleurs, le collectif n'y incite pas les électeurs à voter pour les candidats membres. Il y est surtout question de revendiquer la dissolution des structures. Le gouvernement tient à rappeler l'article 10 de la Constitution qui souligne clairement que les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'État. Sur les efforts de dialogue, le gouvernement a toujours montré qu'il est disposé au dialogue. Le cadre légal de dialogue dans le processus électoral est celui mis en place par la CENI, seule structure habilitée par la Constitution, et les lois en vigueur à organiser les élections et à prendre des délibérations pour améliorer le processus électoral. Le gouvernement a répondu présent à tous les dialogues organisés par la CENI. Il faut souligner que les candidats qui font campagne de manière effective ont pu organiser librement des déplacements et des meetings électoraux depuis le début de la campagne, et cela conformément aux dispositions légales qui prévoient un régime de déclaration préalable à observer par les candidats. Tel est le cas par exemple des candidats numéro 3 et numéro 11 sur le bulletin unique. Il revient exclusivement à la Comité électorale nationale indépendante la prérogative de répartir les temps d'antenne de chaque candidat dans les médias publics durant la période de pré-campagne et depuis le début de la campagne électorale. La CENI a déjà organisé ces temps d'antenne sur la radio et la télévision nationale, mais jusque-là, aucun des candidats du collectif n'a occupé la tranche horaire qui lui est réservée.
Le gouvernement insiste fermement sur le fait que la démocratie doit passer par l'élection et ce, conformément à l'article 5, premier alinéa de la Constitution de Madagascar, qui précise que la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qu'il exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Toujours en politique, les partisans du candidat numéro 3 Anjrazouel dans le district d'Atimjan ont effectué un carnaval dans le cadre de la campagne électorale ce jour du côté de la route nationale 7. Nombreux ont répondu à l'appel. Le carnaval s'est tenu dans le calme malgré les incitations des fauteurs de troubles. Hadraman Zatouf sur les images de Anza Radzanaravel. Un grand nombre de personnes, ainsi que les élus du district d'Atimjan, soutenant le candidat numéro 3, le candidat Anjrazouel, ont effectué ce jour un grand carnaval en cette période de campagne électorale. Ils ont parcouru la nationale 7. Dans les communes d'Anduranfoot et de Tanzumbatu, les partisans étaient venus nombreux. Ils sont convaincus que Anjrazouel a réalisé nombreuses infrastructures et souhaitent que cela se poursuive. Certains partisans du collectif des candidats se sont également regroupés et ont excité les partisans, mais cela n'a pas perturbé les partisans du candidat Anjrazouel. Le carnaval organisé par les partisans du candidat numéro 3, conduite par le député Anjrazivaïn, s'est déroulé dans le plus grand calme. Les élus, tels que les maires des communes situées sur la nationale 7, se sont également joints à la population ce jour. Et puis Raboudouar Souvouang a été percuté par un 4x4 noir hier lors d'une ruée du TGV à l'occasion de la campagne électorale, ce qui a entraîné sa mort selon le témoignage de sa sœur ce jour. Son fils a déclaré qu'il portera l'affaire en justice. Les détails. Cette vidéo résume les violences infligées aux partisans TGV dans le premier arrondissement hier, alors qu'ils faisaient une campagne pour soutenir le candidat numéro 3 Anjrazouel Andavamamb. Raboudouar Souvouang, une mère de famille de 53 ans, faisait partie de ces fervents partisans. Selon sa sœur qui l'accompagnait, elle a été heurtée par cette voiture 4x4, ce qui a entraîné sa mort. Raboudouar Souvouang a laissé 4 orphelins. Sa dépouille est veillée dans le quartier d'Anjanmanal Afwon. Les membres de sa famille sont également choqués par les informations qui sont véhiculées sur les réseaux, mentionnant que cette mère de famille est morte depuis samedi. Face à cette situation, le fils de la victime affirme qu'il portera cette affaire en justice. Les membres du parti TGV, conduite par Augustin Djamananour, sont venus présenter leurs condoléances à la famille endeuillée ce matin. Et puis le monde du journalisme est de nouveau en deuil. Christian Andianarsou a laissé sa plume. Il était membre fondateur du journal La Gazette de la Grande Île. Il se chargeait de la rubrique économie. En 2013, il était nommé rédacteur en chef et en 2018, directeur de publication auprès de ce journal. L'équipe de la rédaction présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée ainsi qu'à l'ordre des journalistes. Et en économie, les opérateurs du tourisme se plaignent à cause des fauteurs de troubles. En effet, plusieurs touristes ont déjà annulé leurs réservations vu la situation actuelle, selon les opérateurs de la région de la Haute-Matziach, lors de la visite du ministre du Tourisme sur place. Les détails avec Fanjessena Mireille. Le secteur du tourisme s'est relevé après la crise de 2019-2020. Mais actuellement, l'on craint une baisse du nombre de touristes à cause des troubles politiques que le collectif des candidats veut semer. Selon les opérateurs touristiques de la région de la Haute-Matziach, de nombreux touristes ont annulé leurs réservations. Ils s'en sont plaints au ministre du Tourisme, Joël Rangiamanjantu. Lors de cette visite à Fianarantsoa, le ministre a également évoqué la reprise du vol interne et celle de la ligne ferroviaire FCE. Il a également informé les opérateurs sur la plateforme d'autorecensement. Il a profité de cette descente pour faire un rapport des réalisations dans le secteur tourisme de ces 5 dernières années.
Et puis la réhabilitation du barrage de la plaine de Fidassine dans le district d'Assimjan a commencé. Grâce à cette infrastructure, les agriculteurs pourront produire 2 fois plus de riz et les plaines seront également protégées contre l'éventualité d'une rupture de barrage. Cette zone est souvent inondée en cas d'intempéries dans la région d'Analamang. Saï Sylvain, Sech Andjanab. Le barrage qui irrigue la plaine de Fidassine, ici à Antsadit, district d'Assimjan, va être réhabilité. Nous pouvons voir sur les images l'avancée des travaux. C'est l'une des plaines qui approvisionne en riz Antananarivo et la région Analamang. Mais il y avait toujours des problèmes, soit à cause du manque d'eau pour irriguer les rizières, soit à cause des dégâts causés aux cultures lorsqu'elles étaient inondées. Par conséquent, l'objectif de cette rénovation est de protéger les agriculteurs de Fidassine et de leur donner la possibilité de cultiver davantage. La commune de Fidassine pourra produire 6 000 tonnes de riz en un an. Plus de 2300 agriculteurs utilisant les 800 hectares de terre irrigués auront un taux de rendement de 4 tonnes par hectare. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Arfid Ramilsan. Les agriculteurs ont également été dotés de semences et d'équipements. Ils ont également bénéficié d'une formation pour une production efficace et pour augmenter le rendement de leur culture. Toujours dans les actualités sociales, les habitants de la commune d'Akatkel-Ilaf se sont réjouis de la construction des routes en pavé. De nombreux projets ont également été réalisés en collaboration avec le gouvernement en 5 ans. Les travaux inachevés se poursuivront l'année prochaine, a précisé le maire de cette commune. Un reportage de Fadjasena Mireille et de Yves Chanel. Les habitants de la commune d'Akatkel-Ilaf rencontraient des difficultés à cause du mauvais état des routes dans chaque quartier de cette localité. Actuellement, ces routes ont été réhabilitées et pavées. Cette route menant à Tsapanjan en fait partie. Outre la route, les besoins des habitants ont également été pris en compte, comme l'éclairage public. Le développement de la commune se poursuit, a indiqué le maire Rizarazona, et de nombreux projets sont en cours d'achèvement. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales, où le président américain est arrivé en Israël, où il a rencontré Benjamin Netanyahou au lendemain d'une frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts et dont l'État hébreu et le djihad islamique se rejettent la responsabilité. France 24. Oui, et comme vous pouvez l'imaginer, la zone autour de moi est ultra sécurisée. Toutes les rues ont été fermées à la circulation. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi se trouve le consulat américain et un peu plus loin l'hôtel Kempinski où Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rencontrent. Le président américain est là pour réaffirmer la solidarité des États-Unis avec l'État hébreu. Son but est également de continuer à discuter avec Benjamin Netanyahou pour tout faire pour éviter qu'un conflit de plus grande ampleur n'éclate dans la région. Depuis le début de la guerre, Joe Biden a échangé à de nombreuses reprises déjà avec le Premier ministre israélien. Alors le programme du président américain est le suivant. Il rencontre donc le Premier ministre israélien. Après, il doit ensuite s'entretenir avec des ambulanciers, également des secouristes qui se sont rendus sur les lieux du massacre. Il doit également rencontrer des familles d'otages, mais aussi des survivants. Et parmi ces survivants, il y a cette femme qui s'appelle Rachel Edry. Elle était dans le kibbutz d'Ofakim. Des assaillants sont arrivés chez elle. Elle leur a offert des cookies et de l'eau. Elle a commencé à discuter avec eux pour prendre du temps. Elle a pu appeler son fils qui est policier. Les policiers ont pu intervenir et ont tué 5 des assaillants. Et ce qui a permis à cette femme d'être une des survivantes. Et Joe Biden va donc la rencontrer. Selon l'agence de presse américaine Associated Press, le porte-parole de la sécurité nationale américaine a affirmé que Joe Biden voulait se faire une idée de la situation sur le terrain, ici sur le territoire israélien. Et puis vous le rappeliez, Joe Biden normalement devait se rendre juste après pour un sommet en Jordanie avec l'autorité palestinienne, le président égyptien mais aussi le roi Abdallah II de Jordanie. Un sommet qui a été annulé suite et reporté, pour l'instant on ne connaît pas la date, suite à l'explosion hier qui a été causée sur un hôpital de Gaza et qui a fait des centaines de morts.
Des centaines de personnes ont été tuées mardi dans une frappe contre un hôpital de Gaza, un incident à propos duquel les représentants palestiniens et israéliens se sont rejetés la faute et qui a provoqué des manifestations en Cisjordanie et dans la région. France 24. Au cœur de Ramallah, ces manifestants crient leur colère. Tous viennent d'apprendre la nouvelle du bombardement de l'hôpital de Gaza. Leur rage est dirigée contre Israël, mais aussi contre Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qu'ils accusent de complaisance avec l'État hébreu. Mahmoud Abbas, qui se trouvait en Jordanie, est rentré à Ramallah pour présider une réunion d'urgence. À Amman, justement, des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'ambassade israélienne avant d'être repoussés par la police. Tous dénoncent un crime de guerre. Il piétine les lois humanitaires internationales. L'accord de Genève le stipule clairement, les centres médicaux et les hôpitaux ne doivent pas être visés. On assiste à un crime contre l'humanité approuvé par les Américains. Autre colère, celle des Tunisiens. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour dénoncer la complicité des alliés d'Israël. Nous sommes descendus dans les rues pour demander rien de moins que l'expulsion des ambassadeurs américains et français et rien de moins que d'expulser les ambassadeurs des pays agresseurs. C'est très important pour les Tunisiens. Réaction identique au Liban, où les manifestants ont été dispersés par la police. En Iran, pays soutien du Hamas, les habitants ont brûlé des drapeaux israéliens et américains et tenu une veillée en mémoire des victimes du bombardement. Et au moins 200 personnes ont été tuées dans 7 tirs sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, suscitant de vives réactions à l'étranger au 11e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas contre Israël. France 24. Les ambulances sont affluées toute la nuit dans cet hôpital du centre de la ville de Gaza. Les secouristes y transfèrent les victimes de l'explosion d'une autre structure, l'hôpital d'Al-Ali Arab, situé à 3 km de là. L'immeuble a été éventré par une frappe mardi soir, provoquant la mort de centaines de personnes et autant de blessés. Des soignants, des patients et d'autres Gazaouis pris au piège, alors qu'ils y avaient trouvé refuge depuis le début de la guerre il y a 11 jours. Près de 4000 personnes y résidaient. Des centaines de victimes seraient encore sous les décombres. Les civils qui ont perdu leurs abris ont trouvé refuge dans des hôpitaux. En plus, bien sûr, des centaines, voire des milliers de blessés qui sont pris en charge. Donc, il est fort à parier qu'on est sur un constat probablement important de victimes liées à ce bombardement. Presque immédiatement après la frappe, le Hamas a désigné Israël comme responsable et a appelé à une condamnation unanime. J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, les institutions juridiques, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à condamner clairement ce terrible massacre. Ce silence doit cesser. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette l'accusation du Hamas. Tsahal l'affirme, le bombardement sur l'hôpital à Gaza est dû à un raté d'une roquette lancée par le groupe djihad islamique. Voilà la situation après le bombardement. Il n'y a pas de dégâts structurels sur le bâtiment. Les murs sont restés intacts. Il n'y a pas de cratère ici. Donc, tout ce que je viens d'énoncer, tout ce que je viens de dire, montre que ça ne caractérise pas un bombardement du parking avec une munition aérienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par les centaines de morts dans l'attaque sur l'hôpital gazaoui et a prôné un cessez-le-feu immédiat dans le conflit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée sur Viva.